Dans notre région, près de 800 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsqu'on a moins de 1 026 € par mois, l'une des premières conséquences, c'est la précarité alimentaire. Les associations d'aide, comme la Banque alimentaire, constatent que la situation se dégrade au fil des ans. Alors, précarité, peut-on vraiment s'en sortir? Réponse dans cette enquête de région. La Banque alimentaire de Gironde est la plus grande de la région. Chaque année, des milliers de tonnes de nourriture sont stockées ici, puis redistribuées. Une aide devenue vitale puisqu'aujourd'hui, un Français sur 5 n'a plus les moyens de s'offrir 3 repas par jour selon le Secours populaire. Alors dans cette enquête de région, nous allons à la rencontre de ces précaires, étudiants, travailleurs, retraités. Une France souvent discrète, une France de la débrouille, mais une France aussi des initiatives pour aider les autres à s'en sortir. On fait toujours bonne figure, on a toujours le sourire aux lèvres et on va pas dire qu'on n'a presque rien mangé. À nous seuls, on ne va pas être en capacité à répondre à l'ensemble des questions que les situations de pauvreté et de précarité manifestent sur notre territoire. Le fait qu'il m'horripile, c'est qu'elle soit obligée de le faire. Voilà. Alors qu'elle pourrait être tranquille, profiter de sa retraite, eh ben non, elle est obligée de travailler pour pouvoir vivre. C'est le cœur névralgique de cette banque alimentaire, la place du marché. On découvrira son fonctionnement tout à l'heure. Première enquête tout d'abord, aux côtés des étudiants précaires. À Bordeaux, selon plusieurs associations, il serait plus de 3 000 à vivre avec moins de 200 € par mois. Et impossible pour certains d'avoir un job complémentaire. Alors, quel est leur quotidien et qui sont, entre guillemets, leurs bons samaritains? Regardez. Donc c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Je tends la main, je dis je vais te sortir de là, mais c'est toi qui t'en sors, c'est pas moi. Ma mère, elle est rentrée qu'une seule fois dans ma chambre. Elle n'y est jamais restée très longtemps. Souvent le message que je donne aux parents, c'est ça, c'est croyons-le. Il y a une partie de moi qui me dit je suis heureuse comme ça parce qu'il faut bien vivre et voir le bon côté des choses. C'est plus facile à une famille d'aller caser un enfant en université quand on peut lui louer un studio ou avoir une voiture. Quand vous avez rien, c'est très compliqué. Puis de temps en temps, il y a un petit vague à l'âme qui me dit oh, j'aimerais bien aller chez le coiffeur, j'aimerais bien offrir un verre à mes amis, j'aimerais bien aller au cinéma, mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut tenir le coup surtout en fait, et ne pas lâcher. Et c'est difficile. Je pense que déjà on peut virer suite à la première période et on peut refaire par exemple soutenance de la première période entreprise. C'est le combat d'une vie, celui de Marc Carré, un enseignant au parcours atypique. Sa spécialité, le management. Ancien chirurgien militaire, la lutte contre la précarité étudiante est son engagement le plus récent. Moi je suis la main qui va sortir quelqu'un, oui, en disant si tu fais un pas, je vais faire un pas vers toi. Mais c'est toi qui feras le pas. Parce que moi, je vais pas travailler à ta place. Le travail, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Voilà. Les cours, c'est pas moi qui vais les apprendre. C'est toi. Donc, donner aux gens la chance de faire des études, y réussir dedans, ou probablement donner une chance à ceux qui n'ont rien ou qui sont en grande difficulté de réussir malgré tout. Ça, c'est extraordinaire. Tiffaine, 18 ans, est l'une de ses élèves. Cette Lot-et-Garonnaise nous invite dans sa résidence universitaire. Elle doit se contenter d'une petite chambre étriquée de 9 mètres carrés, son seul refuge où le minimum est à portée de main. C'est ton petit chez toi, c'est ça? Tu te sens pas chez toi? Même comme ça, j'arrive pas à me sentir chez moi. C'est compliqué. Une fois qu'elle a payé son loyer et les transports, il ne lui reste que très peu d'argent pour finir le mois. Tiffaine doit rogner sur toutes ses dépenses. Elle n'a pas vu de médecin généraliste depuis 5 ans. L'espace santé de l'université est une alternative. Je suis venue parce que justement, il n'y avait pas d'avance de frais à faire du tout. Ce qui est quand même bien. Parce que vous n'auriez pas les moyens sinon Non. Je vois
quand ma mère amène mes sœurs, elle met 25 € dans le médecin. J'ai 75 € par mois pour vivre, donc c'est très compliqué. Depuis quelques années, les initiatives se sont multipliées sur le campus pour soulager les étudiants. EtuRécup est un lieu de partage et de réutilisation des objets. Ils sont recyclés et revendus à petit prix. C'est ici que nous faisons connaissance avec Maud, 24 ans. Si je veux choisir un livre et que je veux donner 1 €, je donne 1 €. Je peux donner plus si j'ai envie. Et je peux aussi trouver des vêtements. Donc c'est comme dans une friperie. Et c'est vraiment abordable. Donc quand on ne peut pas aller faire les soldes, on vient ici. Système D aussi pour Tiffaine. Faute d'argent, il lui arrive de sauter des repas. Et quand elle fait les courses, c'est pour acheter le strict minimum. Quant au restaurant universitaire, c'est un luxe. Vous n'allez pas au resto, Très peu parce que le repas chaud c'est 3,25 €. Si on y va tous les midis, ça fait 15 € la semaine. Ça fait beaucoup. Maud, étudiante en licence art du spectacle, partage un quotidien similaire. Sa chambre est financée par le Crous, mais pour le reste, elle doit se débrouiller. Sa famille, trop modeste, ne peut pas l'aider. Une vie à faire semblant. On va dire qu'on fait toujours bonne figure. On a toujours le sourire aux lèvres et on va pas dire qu'on n'a presque rien mangé. Voilà. C'est un peu difficile d'aller voir les amis ou la famille et de leur dire écoute, j'ai très faim. On va juste dire je peux pas venir au restaurant, on va inventer une excuse, quelque chose comme ça quoi. Parce que c'est un peu difficile d'avouer ces difficultés financières. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, avec 200 €, tu pourras à la fois avoir un logement et manger? On sait que c'est pas possible. C'est pas possible, puisque déjà le logement universitaire coûte au-delà de la bourse. Donc c'est pas possible. On sait très bien qu'on met un gamin de 18 ans dans des conditions où de toute façon il est déjà en difficulté sociale. Voilà. Mais la société dit, il a des bourses. On fait du ratio statistique, parce que étudier une rationalité scientifique par pourcentage, c'est facile de dire 40% d'une classe d'âge a des bourses, c'est génial. On dit, vous voyez, l'État fait, oui, on fait quelque chose, oui, mais pas comme il faut. Un reste à vivre inférieur à 210 € par mois, c'est le seuil à partir duquel un étudiant peut bénéficier de l'épicerie sociale itinérante du campus. Des crêpes toutes faites, t'en as fait un chandeur? Non, même pas. T'as pas fait un chandeur? Oh là 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 là. 5 kilos de nourriture moyennant 3 €, c'est un vrai coup de pouce. En première ligne de cette précarité, les jeunes dont les parents ont eux-mêmes des problèmes d'argent. On me l'avait déjà dit au collège, au lycée. Si tes parents n'ont pas vraiment fait d'études, c'est pour toi, tes études ils vont être compliquées à réussir déjà financièrement, parce que tu vas galérer. Mais aussi socialement, parce qu'ils ne vont pas pouvoir t'aider mentalement comme le ferait quelqu'un qui est déjà passé par là. Alimentation, logement, mal-être, la détresse étudiante n'est pas seulement financière. L'exclusion économique rime souvent avec isolement. Moi, je dirais que la précarité, pour moi, c'est surtout la précarité affective qui est importante et qui fait qu'ils échouent. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais les étudiants ont besoin de confiance, ont besoin de la confiance de leurs parents. C'est important pour eux qu'il y ait un adulte derrière qui puisse les encourager pour leur dire d'aller plus loin. Il y a 6 ans, Marc Carré a créé avec d'autres enseignants de l'IUT le CARE, un service d'aide à la réussite des étudiants. Ce jour-là, c'est Farid qui le reçoit. Originaire de Mayotte, loin de sa famille et isolé, il est en plein doute. C'est dur, mais j'essaye. Je fais de mon mieux, même si c'est dur. Après, voilà. Je vois, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, je me pose des questions. Ça, c'est le propre de tous les étudiants. Ouais, ça voilà. fait, ça le fait pas. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? C'est les acquis, c'est-à-dire mon bagage. Quand je suis arrivé, j'avais un bagage suffisant pour franchir le cap, ou mon bagage était un peu mince. Est-ce que c'est lié au travail que vous allez faire tout seul, ou est-ce que les conditions de travail ne sont telles que c'est encore tellement compliqué que ça vous handicape un peu plus? C'est un peu de tout en fait. C'est un peu de tout. Je peux dire que je suis arrivé avec un bagage pas vraiment adapté vu de là où je viens.
D'accord. Et puis voilà, et puis je sais pas si c'est ma méthode de travail derrière qui fonctionne pas ou je sais pas. Pour vous donner un peu une idée, quel est le pourcentage d'étudiants qui sont au niveau ici en première année? Bah 30-40%, je sais pas. Ouais, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'on a 60 à 70% d'étudiants qui ont, comme vous, des lacunes quelque part. Ça veut dire que, finalement, dans la course, on se retrouve dans le même peloton. On est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'après, pour sortir du peloton, ou pour rester avec le peloton, il suffit juste de se dire, je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Et pour y arriver, il faut faire quoi? Bah, il faut travailler, il faut bosser. Il faut travailler, c'est une excellente solution. Mais ça veut dire Farid est en première année de DUT. Il vit avec moins de 200 € par mois et il a bien du mal à se projeter. Est-ce que j'aurais dû venir? Est-ce que j'aurais pu rester? Ou des questions comme ça. Puis c'est là où l'étudiant commence un peu à partir en dépression ou des trucs comme ça. Mais après, je pense qu'il faut tenir le coup surtout, en fait. Et ne pas lâcher. Et c'est difficile. Marc Carré, infatigable défenseur de l'égalité des chances. Depuis la création du Caire, il a suivi 94 étudiants, tous en galère. Avec mes petits moyens et juste la motivation, si on peut en sortir même un, c'est extraordinaire. Donc c'est pas le quota qui est important, c'est l'idée de dire on tend la main. Après, voilà, on peut pas tout faire, je suis pas Dieu, pas encore. Persévérer dans les études et rester dans le peloton. C'est le combat de Maud et Tiffaine. Malgré les obstacles, elle garde espoir. Faut pas abandonner un rêve professionnel parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Donc vous vous accrochez. Votre rêve, c'est quoi, vous? C'est d'être maîtresse d'école. Voilà. Donc normalement, dans 2 ans, j'ai une classe, si tout se passe bien. Et c'est vraiment une vocation pour moi, donc je lâcherai pas. J'ai envie de leur montrer que juste avec le mental, on peut réussir. Il faut s'accrocher, ça demande peut-être plus de boulot que pour certains, mais il ne faut pas lâcher. S'il n'y a jamais eu autant d'étudiants en France, les écarts sociaux restent toujours aussi importants. En attendant, Maud, Tiffaine et Farid finiront bien par décrocher leur diplôme. Passeport pour une vie meilleure. De retour à la Banque alimentaire de Gironde pour la suite de cette enquête de région sur la précarité. Bienvenue au cœur de la place du marché, lieu stratégique. Une partie des 5000 tonnes de nourriture donnée chaque année à la Banque alimentaire. Une partie de cette nourriture est triée puis redistribuée ici. Bonjour Pierrette Castagnier. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors comment ça fonctionne ce marché en fait? Alors ici vous avez les fruits et légumes qui arrivent, qui viennent de l'ensemble des fournisseurs mais aussi d'industriels d'agroalimentaire. Ils sont triés et ensuite ils sont mis dès le matin sur la place de marché ici où les associations viennent chercher. Ce sont de très beaux produits puisqu'ils font entre guillemets leur marché. Ils passent commande? Non, ils viennent choisir leurs produits. Alors là, par exemple, ce monsieur qui fait partie d'une association, alors allez-y. Donc il vient peser, c'est ça, voilà, ça va commande. être pesé absolument. Il verse une contribution de solidarité au poids, quel que soit le produit. Et c'est combien? Je crois que c'est 26 centimes du kilo. Qui revient à la Banque alimentaire. Qui revient à la Banque alimentaire parce qu'il faut bien payer nos frais de fonctionnement, etc. Mais le produit en lui-même est gratuit. Ici, chaque jour passe entre 2 et 3 tonnes de produits, de fruits et légumes simplement au tri. 2 et 3 tonnes de produits frais, fruits et légumes. De fruits et légumes, voilà. Et qu'on fait des pointes à 4 tonnes et qu'on est la première banque de France en termes de fruits et légumes, puisqu'il y a quand même le Lot-et-Garonne à côté, voilà. Et donc il y a combien d'associations qui bénéficient Alors, de il y a tout ce 134, dispositif? 135, ce sont des associations, mais un tiers d'entre elles sont des CCAS et des CIAS, donc des centres communaux d'action sociale ou intercommunaux d'action sociale. Voilà. Alors un dernier mot sur tous ces bénévoles qu'on voit ici. On a, je crois, 16 ou 17 salariés simplement, des services civiques en plus, mais on a des bénévoles, on en a un volant de 200 qui sont actifs à jour passé, et donc ils sont tous des gilets orange. Voilà. Pour alimenter le marché de la Banque alimentaire en produits frais, il y a chaque matin la ramasse. C'est ainsi que les bénévoles
surnomme cette course contre la montre auprès des différents fournisseurs dans la métropole bordelaise. Et justement, l'un des 6 camions frigorifiques de l'association arrive ce matin dans cette grande surface de la banlieue bordelaise à Bouillac. Qu'est-ce que vous venez chercher ce matin là? Qu'est-ce que vous avez là? Nous avons ici pas mal de légumes et de fruits. Ouais. Dans l'ensemble en bon état, c'est pas mal. C'est un peu la surprise chaque matin en fait. Oui, tous les jours. Alors, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Qu'est-ce qui manque le plus en fait, en général? C'est plutôt des produits carnés. La viande. Et pourquoi c'est une course contre la montre ce matin? Parce que ce sont des produits en fin de vie. Donc il faut qu'on les distribue. Si c'est valable encore 48 heures, il faut qu'ils soient dans les familles 48 heures maximum. Au-delà, on ne peut pas les distribuer. On n'a pas le droit. On a les mêmes normes que les grandes surfaces. Bon, on se dépêche alors. Je vous laisse faire. Voilà. on est parti. Bonjour Jean-Pierre Lopy. Merci de nous accueillir dans votre magasin. Ce magasin, vous êtes le directeur. Combien de nourriture par an vous donnez à la Banque Alimentaire? 210 000 repas. Ça fait environ 210 tonnes à l'année de produits qui sont récupérés, triés par nos équipes et donnés à la Banque Alimentaire. C'est votre unique partenaire sur la métropole? Alors, nous avons plusieurs partenaires de différentes tailles. Nous avons donc, effectivement la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur. Nous avons des instituts médico-éducatifs. Alors depuis 2016, la loi Garot interdit à la grande distribution de jeter la nourriture encore consommable. Et depuis cette loi, les dons alimentaires ont augmenté de 22% en France. Oui. Comment vous l'expliquez en fait? Pour nous, cette loi n'a rien changé puisque les premiers contrats formalisés entre l'enseigne Auchan et la Fédération des banques alimentaires datent de 1994. Bien avant la loi donc. Bien avant la loi. Donc, ça veut dire que d'autres magasins ne jouent pas le jeu. J'imagine qu'effectivement, si les dons ont augmenté, c'est peut-être lié à ça. Quel intérêt économique aujourd'hui a une grande surface finalement à donner des produits plutôt que de les vendre? Même si ces produits sont encore consommables, la loi nous oblige effectivement à les retirer avant. On ne peut plus aujourd'hui, ce n'est plus entendable, ce n'est plus acceptable qu'on jette des produits dont nos concitoyens ont besoin. Alors effectivement, il y a une aide fiscale pour ceux qui le font, mais pour moi l'obligation elle est d'abord éthique. Et quand je dis pour moi, pour l'enseigne, elle est d'abord éthique. Avant de retourner à la Banque Alimentaire de Gironde, nouvelle enquête, cette fois sur ces initiatives pour tenter de sortir de la précarité. Le nord des Deux-Sèvres est exemplaire à plusieurs titres. D'abord parce que depuis longtemps, les communautés Emmaüs y créent du lien social et de l'activité économique. Ensuite parce qu'aujourd'hui, le département teste avec d'autres en France le territoire zéro chômeur, un dispositif très original pour enrayer le chômage de longue durée. Regardez. Mauléon, dans le nord des Deux-Sèvres, où l'histoire d'une utopie sociale devenue réalité. Depuis 30 ans, cette ville est un laboratoire contre la précarité, avec des communautés Emmaüs créatrices d'activités économiques, des élus locaux qui refusent de stigmatiser les demandeurs d'emploi. En 2017, Mauléon s'est mué en terre d'expérimentation, celle du territoire zéro chômeur de longue durée. Une utopie là encore? Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec un chômage en baisse de plus de 4%. Le collectif, le communautaire, la solidarité, ça c'est des valeurs très fortes ici, oui. Ça c'est une expérience humaine, humaniste, donc évidemment c'est une chance. L'idée est vraiment de prouver que l'impact social qu'offre le travail permet également des opportunités, des débouchés, y compris sur le plan évidemment économique. Aurélie a été l'une des premières à se porter volontaire pour le dispositif Zéro Chômeur. Après une longue période d'inactivité, cette femme de 40 ans est aujourd'hui en contrat à durée indéterminée. Rémunérée au SMIC, Aurélie a changé de vie. Je peux faire plaisir à ma famille, m'acheter des vêtements, faire plaisir à mon fils et à mon mari, faire des cadeaux. Vous êtes fière de tenter cette expérience du territoire zéro chômeur? Oui, je suis très fière. C'est mon premier CDI parce que j'ai jamais eu de CDI avant. Bonjour. Bonjour Cici. Eric, lui, est lourdement handicapé après un accident de la route.
Le dispositif Zéro chômeur lui a permis de trouver un poste de chauffeur pour particuliers. La fin de longues années d'exclusion sociale. Ça me met des étoiles, je sais pas comment dire. C'est magique. Là-bas, j'étais chauffeur routier. Et puis, suite à un accident, je ne peux plus conduire le poids lourd. Et puis, après, j'ai une non-éducation et tout. C'est pratique pour vous, madame, du coup, d'avoir Eric qui vous véhicule? Bien sûr, oui, tout à fait, puisque j'ai pas mon permis, donc oui, c'est bien. Et puis, lui, ça lui donne du travail, et moi aussi, donc pas de souci. Ouais, à plus tard, si à tout à l'heure. Ouais, bon appétit. Courage, merci. Toutes ces personnes sont salariées à l'ESIAM. ESIAM comme entreprise solidaire d'initiative et d'action moléonaise. En clair, une entreprise à but d'emploi pour recruter les chômeurs de ce territoire. Le financement de chaque poste est assuré par l'État. Il verse pour chacun 18 000 € par an. Le principe de Zéro chômeur est simple, réaffecter à la création d'emplois ce que coûte le chômage en prestations sociales. Et ça marche. En 2 ans, 70 personnes ont retrouvé un travail. Ils vous bluffent tous ces salariés de l'ESIAM? Oui, puisque certains, on n'imaginait pas qu'ils allaient pouvoir travailler. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec eux? On avait quand même certains craintes, certaines incertitudes. Aujourd'hui, quand on voit, alors c'est pas facile tous les jours, mais quand on voit qu'ils viennent travailler, qu'ils produisent des choses, et plutôt des belles choses, quand on est dans cet atelier, on est content. Ce qu'il faut ici, c'est que toutes les séries avancent. Les activités sont multiples. Une seule règle, ne pas concurrencer l'économie locale. Dans cet atelier de menuiserie, les salariés de l'ESIAM fabriquent par exemple des composteurs à lombric. Bonjour, ça va? Très bien. Alors explique-moi ce que tu as fait là. Là, je fais des rayons pour les lombricomposteurs en fait. Donc c'est pour le compostage en fait. Voilà, c'est pour la révalorisation des déchets verts. Vous faisiez ce genre de choses avant? Non, pas du tout, non. Vous faisiez quoi? Là, j'étais 9 ans en invalidité et sinon j'étais militaire. Pour trouver de nouveaux marchés, l'ESIAM doit toujours innover. Là, celle-là, je la prenne. Celle-là aussi. Sa dernière idée, le recyclage de vieilles fenêtres. Avant, ça, c'était enfoui dans la terre pour pas polluer, donc nous, on les récupère et on leur donne une seconde vie. Une dizaine de personnes travaillent chaque jour sur ce projet. Donc là, après, les dames ici, elles font du nettoyage de carreaux. Donc après, qui serait réutilisé pour autre chose. Après, on va aller sur cet endroit-là, donc il y aura le démantèlement et démontage de partiels. Donc qui sépare l'alu de la ferraille. C'est un sac à chantier? Oui, très grand chantier. On en a pour encore un bon moment. Créer et préserver les emplois. Une lutte quotidienne pour le dispositif Zéro chômeur. Le développement durable pourrait l'aider à atteindre ses objectifs. C'est vrai que l'économie circulaire est un gisement d'emplois. Encore faut-il arriver à mettre en place des process de production, de faire travailler des gens dans de bonnes conditions et de pouvoir après aussi tirer un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires pour développer un modèle économique qui n'a rien à voir avec le modèle économique classique, puisque si c'était rentable, ce serait déjà fait. Un équilibre fragile. D'autant plus que l'État prévoit de baisser ses aides. Mais sans volonté politique, la belle histoire pourrait mal finir. Le maire de Mauléon en a bien conscience, lui a toujours soutenu cette expérimentation Zéro chômeur. Il sait que l'entreprise doit atteindre 300 000 € de chiffre d'affaires. Il en manque aujourd'hui 30%. C'est un objectif tout à fait réalisable en 2019. Sauf que si l'État baisse de 1 000 €, c'est plus 300 000. Il faut rajouter 1 000 € multiplié par 70 salariés. Il faut passer à 370 000. Donc si les règles du jeu changent en cours d'expérimentation, là, on ne va pas y arriver. C'est une traîtrise pour vous? Oui, en tout cas, c'est un manque. C'est là qu'on voit qu'entre le haut et le bas, il y a une fracture. À quelques kilomètres de là, le lendemain matin, aux ateliers du bocage, Ali commence sa journée de travail. Ali, ça fait combien de temps que vous travaillez aux ateliers du bocage? Ça fait 16 mois. Et avant, vous faisiez quoi? Je faisais rien. Et là, vous embauchez dans quel service maintenant? Aux cartouches. Vous faites quoi comme fonction? Opératrice de cartouches triées. Depuis 27 ans, cette entreprise créée par Emmaüs a fait du réemploi des exclus sa priorité. En 2019, ils sont 154 à y travailler, comme Ali, au milieu des cartouches d'imprimantes usagées.
Je suis en train de trier par référence et par marque tout ce que je veux récupérer. À l'instar du dispositif Zéro Chômeur, les ateliers du bocage innovent pour consolider leur projet social. Dans le service d'Ali, par exemple, 100 000 cartouches recyclées, c'est un emploi assuré. Effectivement, alors chez nous, tous les marchés doivent être rentables. On doit trouver un équilibre économique et dégager des marges. On parle de productivité, de rentabilité. On est une entreprise comme une autre et ces bénéfices qu'on peut dégager nous permettent de développer l'entreprise, créer de nouveaux postes de travail, comme n'importe quel acteur économique. Et oui, la deuxième vie, le reconditionnement de cartouches d'impression, téléphone portable, matériel informatique, trouve ses équilibres économiques. La grande spécialité des ateliers du bocage, le recyclage des smartphones. En 2018, on a traité 300 000 téléphones, dont 20% partent en réemploi. Quand ils arrivent, donc on en fait la traçabilité, on en teste les batteries et 26 points de contrôle, et on va en effacer les données. Ensuite, ils partent en réparation, puis en reconditionnement, pour être vendus ensuite à la boutique. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de changer un bloc écran sur un téléphone. Donc c'est une opération qu'on fait assez souvent ici en réparation. C'est vrai que c'est des pannes assez communes, des blocs écrans qui sont cassés. Les mobiles sont revendus dans 4 magasins spécialisés. C'était pour acheter un téléphone. Oui. C'est plutôt dans le modèle Samsung S7 ou S8. Un succès. Dans la boutique de Bressuire, par exemple, 600 appareils reconditionnés trouvent preneur chaque mois. 50% moins cher que du neuf. C'est des prix intéressants ici? Ouais. Là, il y a le iPhone S6 64 Go et là, il est à 270 et là, il y a le Samsung S8 à 380. Cette activité consolide le chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros des ateliers du bocage. Une fierté pour tous les employés, mélange de public socialement fragilisé et de personnel qualifié. On est fortement convaincus que l'émulation que ça peut créer est stimulante et permet à chacun de trouver sa place dans une entreprise qui, quelque part, doit servir de modèle à un modèle alternatif et qui peut entraîner également d'autres initiatives comme la nôtre, on l'espère, sur le territoire et sur l'ensemble du territoire français. Et effectivement, les initiatives contre la précarité se multiplient sur ce territoire, quel que soit l'âge. Une association offre par exemple un accueil social à des retraités dans un village solidaire. C'est né de la communauté Emmaüs de Mauléon qui a voulu redévelopper un projet d'accueil sur ce lieu pour peu et donc a créé une association pour développer le projet. Voilà. C'était compliqué à assurer pour une communauté d'avoir autant de retraités. Alors au lieu de les mettre dehors, il fallait trouver une solution pour continuer, quoi. Georges, prêtre ouvrier, est aujourd'hui un compagnon Emmaüs à la retraite. J'habite là depuis 13 ans. Et vous me disiez que vous n'aviez jamais été aussi bien logé? Oui, j'étais en HLM avant, donc c'était dans une autre communauté, puis aussi en HLM, donc c'était très très bien. J'aime bien cette petite maison. Vous avez combien de mètres carrés là? 50 à 60 mètres carrés avec un étage. Voilà, c'est bien. Une vie communautaire à la campagne pour une demi-douzaine de seniors. Donc ça, c'est des parties collectives. Donc parties collectives, alors ouais. C'est-à-dire, donc il y a des poules, donc là les gens peuvent prendre des œufs, tout ça. Ouais. Là-bas il y a des petites serres, donc il y a... Alors là c'est le jardin potager, mais bon là on voit pas grand-chose pour l'instant. Il y a une serre. Ben, ça change un peu, j'habitais à Bordeaux avant, ça change un peu. Hein. Faut mieux être à la campagne, hein, dans ce sens. Oui, c'est une meilleure vie. Oui, c'est plus reposant. Sans cette entraide, matinée de bon sens, Renée, elle aussi, aurait eu bien du mal à se loger. Ici, c'est la maison, ici, je suis bien, ça va. Grâce à l'association Vivre au Peu, le loyer de son logement individuel est compatible avec ses revenus. Quand tu prends un logement et tout, quand il faut que tu payes l'eau, l'électricité, tout ça, j'aurais pas assez, quoi. Vous touchez combien en retraite tous les mois? Ça doit être marqué 626,64. Ouais. Et vous payez combien pour vivre ici? 365, c'est ça? Ouais. Donc il vous reste un peu moins de 300 € pour vivre par mois? Les retraités profitent aussi d'une vie communautaire pour rompre l'isolement, avec en particulier un repas collectif tous les midis,
au milieu de la communauté Emmaüs, composée de compagnons actifs et de migrants. Quand on n'a pas une grosse retraite, c'est sûr qu'on a peur de retomber. Parce qu'on connaît, après, quand on part d'ici, on ne connaît plus personne, quoi, pour ainsi dire. Quoi. On est tout seul quand les... Des sorties sont aussi organisées chaque semaine. Le jeudi matin, direction le supermarché. C'est agréable de visiter, de voir le magasin, tout ça. Puis moi, là-bas, c'est que je suis connue aussi. Là, t'as vu 3,79, Ouais, c'est 3,99, ce qui fait qu'on a pour moins de 8 €. Là. Des courses souvent C'est personnelles. Qu'est-ce que vous avez acheté là? Et de la bouffe pour mon cher. Ah, c'est pour votre chat que vous avez acheté la nourriture? Oui, oui. Mais aussi parfois des achats pour la communauté, histoire d'agrémenter le quotidien des retraités. Vas-y René, on a un point. Figurez-vous quand nous sommes en projet, nous avons réfléchi, nous allons voir pour investir dans un baby-foot. Donc il faut qu'on... On va partager. Voilà. C'est ça, hein? Ça permet de jouer ensemble. Ça permet de jouer ensemble. Voilà. On le mettrait où? Dans la salle communautaire. Il faut juste qu'on réenvisage l'aménagement. L'appel de l'abbé Pierre n'a décidément pas fini de faire écho sur Mauléon. Sans son mouvement populaire, la précarité serait très différente sur ce territoire. C'est aussi la réussite d'une conjonction de forces politiques et associatives. Elle fait aujourd'hui du Nord de Sèvres une référence pour beaucoup dans le grand débat social français. Précarité, peut-on vraiment s'en sortir? C'est le thème de cette enquête de région. Le quai de déchargement est en pleine activité, les camions terminent la ramasse à laquelle on a participé tout à l'heure. Les bénévoles s'activent et parmi eux des bénévoles qui sont ou ont été bénéficiaires de la banque alimentaire. C'est votre cas, Jocelyne, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole à la banque 3 ans. alimentaire? Moi je viens tous les jours. Pourquoi? D'abord pour le bien que ça nous fait. C'est une association qui est tellement humaine. On a des amis qu'on est heureux de rencontrer tous les jours. Et en plus, la banque alimentaire vous a aidé à un moment difficile de votre vie? J'ai 2 enfants et quand ils ont quelque chose à manger sur la table, ils partent à l'école le ventre plein, ils font de meilleures études. Et bon, je peux dire que mes enfants s'en sont bien sortis grâce au colis alimentaire qui sont alimentés par la banque alimentaire. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin, mais vous continuez à être bénévole? Oui, parce que mon fils a trouvé du travail. Ma fille est partie étudier à l'étranger et je ne peux que les remercier. Et la manière de les remercier, c'est de continuer de venir travailler à la banque alimentaire. Bon, je vous laisse faire alors. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Pierre Pauget. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors ce qui est impressionnant, c'est que tous ces hangars sont quasiment vides avant chaque période de récolte de dons. Effectivement. Vous videz tout, vous distribuez tout. Alors tout, peut-être pas, mais en tout cas on fait en sorte qu'on puisse accueillir ces 400 tonnes qui sont issues de cette collecte annuelle qui se déroule toujours tout à fait à la fin du mois de novembre et ça nous permet immédiatement de stocker ces 400 tonnes et de mettre en route des opérations de tri. Ces opérations de tri, je tiens à le souligner, qui s'organisent pour une grande part avec le monde de l'enseignement, les jeunes, les mouvements de jeunes, les lycées publics et privés qui viennent ici pendant un mois. Il y en a à peu près 1 millier qui défilent. Et de plus en plus, on voit le mouvement sportif, le monde de l'entreprise s'intéresser à nos sujets parce qu'en termes de motivation et de partage de valeurs autour de l'esprit d'équipe, autour de la solidarité, c'est des sujets, des valeurs que l'on retrouve sans doute chez nous, mais qu'on retrouve aussi dans le monde du sport ou de l'entreprise. On disait qu'il y a de plus en plus de pauvres en Gironde et en particulier à Bordeaux. 17% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, c'est plus que la moyenne nationale. Quelles conséquences a cette précarité grandissante sur votre activité aujourd'hui? De facto, on est contraint de devoir se battre tous les jours pour aller chercher cette ressource alimentaire pour pouvoir apporter une réponse pragmatique à cette demande qui va croissant. Et c'est vrai sur toute la région?
Alors cette demande est probablement plus caractérisée ici en Gironde parce que depuis plusieurs années, l'attractivité de Bordeaux, l'arrivée de populations diverses et variées sur notre métropole fait que le besoin s'exprime chez nous, mais les poches de pauvreté existent malheureusement pas qu'en ville. Le secteur rural a aussi ces questionnements et ces situations-là. On voit bien qu'on est au bout d'un système qui montre à la fois tout son intérêt, parce que heureusement que des outils comme ceci existent. Mais toutes ses limites aussi. Mais on montre aussi les limites, parce qu'à nous seuls, on ne va pas être en capacité à répondre à l'ensemble des questions que les situations de pauvreté et de précarité manifestent sur notre territoire. C'est l'une des particularités de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Ce camion, c'est une cuisine mobile. Je rejoins Laure qui nous a amenés jusqu'ici. Laure, où est-ce qu'on est ce matin? Donc on est au centre social du Haut-Floirac, donc sur la commune de Floirac. Floirac, ouais, qui est l'une des communes les plus pauvres de la métropole bordelaise, avec 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. L'idée de ce camion mobile, cette cuisine mobile, c'est quoi? L'idée, c'est donc un camion qui est une cuisine qui se déplace dans tout le département, donc structure partenaire de la Banque alimentaire, pour faire des ateliers cuisine et sensibiliser sur les produits frais de saison, leur donner envie de cuisiner et de partager un moment convivial et tous ensemble. Bon, on va détailler cela ensemble tout à l'heure. D'abord, cette dernière enquête, cette fois aux côtés des seniors précaires. Faute d'argent, ces seniors retournent au travail ou continuent de travailler. Assistants de vie, livreurs de journaux ou chauffeurs de bus, nous les avons rencontrés. Voici leur témoignage. Marie-Claude a 71 ans. Il est 4 heures du matin. Elle distribue le journal Le Populaire dans les boîtes aux lettres du centre-ville de Limoges. C'est son travail du lundi au samedi. Dites donc, ça n'arrête pas là, c'est rythmé. Hein. Eh oui, non, c'est une habitude. Mais je suis toujours comme ça, moi, toujours au taquet. Pour tout. Alors, je ne sais pas faire doucement. C'est pas trop fatigant? Non, c'est pas fatigant. Il faut se dépêcher, quoi, parce qu'on a un temps imparti, donc il faut aller vite. Jean-François aussi est matinal. Dans la campagne d'Égletons en Corrèze, il est conducteur de bus scolaire. 2 services par jour, à l'aube et en fin d'après-midi. Ce qui est un petit peu particulier dans mon cas, c'est le fait que j'ai 69 ans. Et que, bon, normalement, à cet âge-là, on n'est plus actif du tout. Bon, ça correspond à une activité à temps partiel qui me permet d'arrondir un petit peu ma retraite et de me permettre de vivre un petit peu plus à l'aise. Béatrice est assistante de vie. Elle n'a pas le permis et se rend à pied ou en bus au domicile des personnes âgées, parfois malades, dont elle a la charge. Elle s'occupe du ménage, des repas, de la toilette, du coucher. À 66 ans, c'est une continuité de son métier. Elle était aide-soignante. Je suis obligée par rapport que ça me donne un supplément pour ma retraite. Mais bon, j'en ai besoin. Ça me permet de voir du monde, ça me permet... Puis j'aime le contact avec les personnes, j'ai de très bons rapports avec les gens, donc ça encourage. Béatrice, Marie-Claude et Jean-François sont tous les 3 des retraités qui travaillent. Et ce ne sont pas des cas isolés. Pour décrocher son emploi d'assistante de vie, Béatrice a sollicité une agence spécialisée dans l'activité des plus de 50 ans. J'ai de plus en plus de CV ou de personnes qui sont à la retraite. Chaque semaine, j'ai des CV de retraités. Alors, ce sont des personnes, la plupart du temps, soit qui ne travaillaient pas, entre guillemets, elles faisaient le travail de la maison, bien sûr. Et bon, malheureusement, au décès du mari, elles ont besoin de moyens financiers. Donc, elles viennent sur le marché du travail. Ou des personnes, des femmes qui ont travaillé, mais jamais à plein temps. Ça fait qu'elles se retrouvent vraiment avec une toute petite retraite. Et du coup, elles continuent à travailler. Béatrice a cessé son activité professionnelle pendant 10 ans quand ses enfants étaient petits. Mais à 60 ans, elle découvre sa pension de retraitée. Et c'est la douche froide. 875 € par mois pour assumer à elle seule un loyer, les charges, le quotidien. Impossible de s'en sortir sans travailler à nouveau. J'ai toujours calculé.
Bah, il faut, hein, de toute façon. Hein. Alors, à l'heure actuelle, il faut calculer. Hein. La vie, elle augmente, elle ne diminue pas. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de seniors qui demandent à travailler avec leur retraite, parce que bon, on est tous au même niveau hein, de ce côté-là pour les petites retraites. Hein. Moi, depuis que je suis à la retraite, elle n'a pas augmenté, hein, depuis 5 ans. Hein. La complémentaire, elle a augmenté d'1,16 €. Vous croyez que c'est un peu abusif quand même, c'est se moquer du monde de toute façon. Alors, donc, Marie-Claude est la plus âgée des 55 distributeurs de journaux du secteur de Limoges. Cet emploi, elle l'occupe depuis ses 67 ans. Ancienne commerçante, nounou et même gardienne de moutons, ses revenus de 1 200 € par mois lui suffisaient. Mais en 2014, pour les veuves comme elle, la loi change. Marie-Claude perd son allocation logement et paie des impôts. Pour faire face, elle n'a pas le choix, il lui faut un travail. C'est une obligation, oui. Mais ce n'est pas une corvée. Si je peux le faire, donc je fais. Heureusement pour moi. Il y a des gens qui ont mon âge et qui ne peuvent peut-être pas faire ce que je fais, quoi. C'est ça. Et bon, moi, je me dis que j'ai travaillé toute ma vie et maintenant que je suis à la retraite, je ne peux plus rien faire. Je ne pouvais plus, mais j'ai des amis, bon, ils vont au restaurant, tu viens. Bon, au début, je disais non parce que je ne pouvais pas. Et mes petits-enfants, je ne pouvais pas leur faire de cadeaux pour Noël et pour leurs anniversaires, c'est fini. Ben oui, c'est injuste, évidemment que c'est injuste. On n'a pas travaillé pour pouvoir arriver là et ne plus pouvoir s'en sortir. C'est pas normal. On sent un peu de colère quand même. Ben un petit peu, hein, oui. Parce que, vous savez, je me passerais bien de courir toute la nuit là, pour livrer des journaux, pour vous dire pouvoir profiter un peu de la vie. Bon, mes journaux vont peut-être être mouillés, là. Non. C'est fini. Ça y est, c'est la fin? Oui. Vous voyez, je suis pas en retard. Il est juste 6h30. Comment vous sentez, là? Pas trop fatigué? Non, ça va. Je pourrais aller danser maintenant. Bon. De retour chez elle, Marie-Claude reçoit la visite de son fils. Fabrice est admiratif du courage de sa mère, mais sa situation lui est difficilement supportable. Le fait qu'il m'aurait pris, c'est qu'elle soit obligée de le faire. Voilà. Alors qu'elle pourrait être tranquille, à profiter de sa retraite, eh ben non, elle est obligée de travailler pour pouvoir vivre, comment on dirait, au XXIe siècle. Voilà. Oui, et pas vivre... Voilà. Ah oui, et pas, voilà, et pas profiter. Voilà. Pas beaucoup profiter, quoi. Et si je ne travaillais pas, je ne profiterais de rien. Exactement. Voilà. Même quelquefois, ça m'est arrivé, avant que je trouve ce travail, de ne pas manger à tous les repas, hein, pour pouvoir économiser. Donc, je veux dire, c'est une honte pour le gouvernement d'avoir des gens en France qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il est 16h15, deuxième service de la journée pour Jean-François. Il va chercher les enfants à l'école. C'est pas un mauvais métier, c'est pas une contrainte absolue. Je le fais avec beaucoup de plaisir et je trouve que c'est agréable et ça me permet, à mon âge, de rester en contact avec des jeunes et avec la société et d'assumer encore des responsabilités. Jean-François a fait sa carrière dans le monde du cheval. Il a exercé différents métiers comme enseignant ou chef d'exploitation et ne s'attendait pas, l'âge de la retraite venu, à ne percevoir que 1 000 € de pension par mois. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'injustice parce que lorsque j'ai pris ma retraite à 60 ans, j'ai 42 années de cotisation, mais dans diverses caisses. Donc effectivement, ça paraît un petit peu injuste. À une époque, il y a des gouvernements qui ont parlé de remédier à ça et de faire que les gens qui avaient leurs 40 annuités auraient une retraite à taux complet, n'auraient pas de décote. Et puis pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Voilà, on en est là. Avec leur emploi, Béatrice, Marie-Claude et Jean-François gagnent quelques centaines d'euros en plus de leur retraite chaque mois. De l'argent pour leur permettre de vivre décemment, sans folie, sans demander d'aide. Une liberté durement gagnée. Mais pour combien de temps encore? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je ne pourrai plus. À moins que le gouvernement se penche un peu sur le problème des retraités qui n'arrivent plus à vivre, quoi. Ma formation est encore valable pendant 3 ans. Voilà. Donc, effectivement,
Ça me portera à 72 ans, mettons. Je pense que si je continue jusqu'à 72 ans, après j'arrêterai. Bah, le plus longtemps possible, j'espère. Hein. Je fais rire tout le monde, hein, parce que les gens me disent bah, tu t'arrêteras peut-être un jour ou pas. Mais je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'arrêter. Ça, c'est sûr. C'est certain, même. La suite de cette enquête de région sur la précarité, avant de retrouver Jean Petot, le politologue Jean Petot, pour tenter de comprendre ce phénomène de précarisation dans la région, nous voici au cœur de l'atelier cuisine mobile de la Banque alimentaire de Gironde, ici à Florac, escale de ce jour. En fait, les participantes apprennent à préparer les produits de la Banque alimentaire de façon économe et une cuisine qui est aussi solidaire. On va y participer un peu ensemble. Bon, Laure, pourquoi avoir créé cet atelier cuisine mobile il y a 14 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est parti d'un constat. Les personnes qui reçoivent un colis alimentaire, souvent, reçoivent des denrées qu'ils n'ont pas choisies, donc des fruits et légumes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas cuisiner, ou parce qu'ils n'ont pas envie de les cuisiner. Donc du coup, les ateliers ont permis de leur apprendre, de leur donner envie, et aussi de passer un moment convivial et sympa tous ensemble. On optimise le panier de la Banque alimentaire. Voilà, c'est ça, pour ne pas jeter. Et en 14 ans d'existence, est-ce que la population des participants et participantes a changé? Est-ce que c'est toujours la même? Oui, parce qu'on fait des statistiques et montrent que la population, on a de plus en plus de personnes âgées, c'est de la population précaire qu'on constate. La précarité a tendance à isoler? Oui, c'est un cercle vicieux, et plus on s'isole, plus on a moins de travailler. Oui. Les ateliers cuisine, il y a un rythme, puisqu'on leur impose à venir à 10h30, donc ça les oblige à se lever. Ça les oblige à s'inscrire, donc à s'engager aussi, à participer, à échanger avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses aussi qui peuvent un peu les remobiliser pour après se réinsérer, pas forcément professionnellement, mais au moins socialement. Il y en a qui me disent que c'est leur seule sortie du mois, c'est leur seul moment où ils ont l'impression d'être au restaurant, c'est voilà, leur seul échange, puisque l'atelier cuisine à 1 €, donc c'est 1 € solidaire, donc il n'y a pas le côté financier qui compte, c'est vraiment le côté participatif et solidaire, et puis on retrousse les manches, et puis après on partage un moment sympa. De retour à la Banque alimentaire de Gironde pour la suite de cette enquête de région sur la précarité. Bonjour Jean Petot. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. On va tenter de mieux comprendre ensemble ce phénomène de précarité dans la région. Je le disais, 800 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine vivent sous le seuil de pauvreté, notamment dans ce qu'on appelle le couloir de la pauvreté. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on peut considérer qu'on part du Lot-et-Garonne. Alors, et en particulier de l'extrémité est du Lot-et-Garonne, je pense à Fumel, par exemple, typiquement un bassin d'emploi sinistré, en déprise. Hein. Et puis on longe la Garonne et on arrive du côté de la Gironde, sur l'est de la Gironde, et on se retrouve après en Médoc. Mais quand on regarde au plus près, on a de la précarité aussi sur la métropole bordelaise. Et il est faux de dire que la métropole serait une zone de richesse opposée à une zone de pauvreté qui serait toute la ruralité. Et ça, on le retrouve sur la région? Alors, vous avez, par exemple, dans les 12 départements de la région, on considère qu'il y en a 3 ou 4 qui s'en sortent bien, en termes en particulier de moyens financiers. C'est des départements de la façade côtière. Mais si vous êtes en Creuse, si vous êtes en Corrèze, ou si vous êtes même dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire du côté des Deux-Sèvres ou de la Haute-Vienne pour Limoges, la Vienne pour Poitiers, vous êtes dans des situations qui sont un peu comparables au Lot-et-Garonne. Et pourquoi cette question de pouvoir d'achat est devenue si prégnante? Parce qu'il y a toujours eu des problèmes de pouvoir d'achat en France. On va dire que là où on se contentait d'une précarité qui était diffuse,
mais qui pouvait même être plus large, mais qui était partagé. Aujourd'hui, il y a des effets liés à l'individualisme, par exemple, liés à tout ce qui est les éléments de comparaison. Hein. Quelque part, les réseaux sociaux participent aussi de ces éléments de comparaison. Il n'est pas dit que la pauvreté soit plus importante aujourd'hui. Elle est, je pense, plus éclatée et en tous les cas moins supportée et moins supportable. En un mot pour finir, est-ce que ce phénomène de précarisation dans la région notamment, est-ce que ce n'est pas l'échec des politiques d'accompagnement social? J'allais dire, heureusement qu'il y a des structures comme la Banque alimentaire pour compenser les trous dans la raquette, comme on dit, du tamis social. Cela dit, la France, en comparaison à d'autres pays d'un niveau comparable, a un modèle de protection sociale et de filet de garantie sociale qui rapportait, par exemple, comparé à la situation britannique ou à la situation espagnole ou à la situation des pays d'Europe centrale et orientale adhérents à l'Union européenne depuis 15 ans maintenant, la France a une situation qui reste positive. D'une certaine façon, on dit que heureusement qu'il y a ces filets sociaux, mais pas pour tous. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est comme si les mailles du tamis étaient de plus en plus importantes et laissaient passer de plus en plus de gens en situation justement de précarité. Ce constat de la précarité alimentaire dressé ici avec la Banque alimentaire est à mettre en parallèle avec les chiffres du gaspillage. En France, en 2018, selon l'ADEME, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont parties à la poubelle. C'est énorme, mais c'est moins que la moyenne européenne par habitant. Le phénomène est de toute façon mondial. Sur la planète, chaque seconde, 40 tonnes de nourriture partent à la poubelle. 40 tonnes, un poids lourd, chaque seconde. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.